Bonjour à tous, et aujourd'hui on va pas parler jeux vidéo, on va s'attaquer à un sujet particulièrement sérieux que vous ne vous attendiez certainement pas à voir sur ma chaîne, l'islamophobie. Alors, peu d'entre vous le savent, à mon avis d'ailleurs, aucun d'entre vous n'est au courant parce que je le crie pas forcément sur le toit, mais oui, à une époque de ma vie, j'ai été dans le rejet de l'islam et des musulmans en général. J'en suis pas fier, j'ai longtemps hésité à faire ce témoignage parce que ça donne pas spécialement une bonne image de moi. Et puis je me suis dit en fait de compte, il faut savoir assumer ses erreurs, il faut savoir y faire face. Et tant pis si ça me porte préjudice, après tout, ça peut être intéressant, je crois, d'avoir mon témoignage pour, d'une part, les islamophobes qui pourraient peut-être avoir une piste de réflexion pour remettre leur certitude en question, et puis d'autre part, pour les gens qui n'ont rien contre l'islam, et même pour les musulmans eux-mêmes, peut-être essayer de comprendre le schéma mécanique qui se passe réellement dans la tête d'un islamophobe, histoire de peut-être sortir des clichés qu'on a habituellement, ou peut-être d'en conforter d'autres. Ça, tout dépend de la vision que vous avez de base. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de choquer ou d'insulter qui que ce soit. Mais notez tout de même que si je veux faire comprendre le cheminement psychologique qui se passe dans la tête d'un islamophobe, je vais bien être obligé d'employer des termes qui vont pas plaire et de dire des vérités qui vont déranger. Ça fait suffisamment longtemps que je suis sur YouTube et que certains d'entre vous me suivent pour savoir que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis sans détour. D'autant plus quand c'est dans un sujet aussi important que celui-ci. Si jamais c'est pour faire des euphémismes et de la langue de bois et finalement ne pas parler réellement de ce qu'est l'islamophobie, autant ne pas en parler du tout. Donc je vais bien être obligé de dire des choses non politiquement correctes parce que c'est ce que j'ai pensé à une époque de ma vie et que... voilà. Et je vais pas non plus dire les islamophobes sont des bisounours. Je vais dire, voilà, c'est comme ça qu'on pense en fait, quand on est dans ce schéma-là. Alors, j'ai grandi du côté d'une petite ville qui s'appelle Verviers, dans la province de Liège, en Belgique. Et c'est une ville qui est très connue pour trois choses. C'est premièrement son musée de la laine. Donc là, c'est hors sujet. Deuxièmement, une forte concentration de personnes d'origine étrangère. Et troisièmement, une forte délinquance. Et quand j'étais gosse, il n'y avait aucun mal. J'étais à l'école primaire à Anzival. Et voilà, il y avait des musulmans dans l'école et ça dérangeait personne. Il y avait des filles qui portaient le voile, ça dérangeait personne. Et moi, en tout cas, je voyais pas de mal là-dedans. Celui-là, là-bas, il était musulman. Celui-là, là-bas, il était chrétien. Et moi, à cette époque-là, je me posais même pas la question. En fait, dans les années 90, même si, rétrospectivement, on est toujours en train de dire qu'il y avait une sorte de racisme permanent à la télévision, etc., en fait, on se posait beaucoup moins la question de connaître les religions des gens, quoi. Toi, tu es musulman, toi, tu es chrétien. Non, en fait, on s'en foutait. C'était juste des religions, ça avait pas plus d'importance pour l'un que pour l'autre. En tout cas, de mon point de vue, moi, quand j'étais gosse, c'est comme ça que je le ressentais. Mais les choses ont complètement basculé lors de l'attentat des Tours Jumelles. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire 11 septembre 2001 sur YouTube, mais clairement, il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001. Pour ma part, j'avais 12 ans, je venais d'entrer en première secondaire, donc 5e collège pour mes amis français. Donc j'avais pas encore le recul et l'esprit critique nécessaire pour me faire une opinion sur ce qui s'était passé ce jour-là. Mais à partir de là, dans l'imaginaire collectif, l'islam c'était plus une religion. Enfin si, c'était une religion, mais elle était à part, elle était différente des autres. C'était la religion qui pratiquaient le terrorisme, alors que les autres ne pratiquaient pas le terrorisme. Et évidemment, quand d'un coup tous les médias se mettent à donner cette image-là, un gamin qui avait 12 ans en 2001, il commence à penser un peu comme ça aussi. D'autant que, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une ville où il y avait pas mal de délinquance, et quand il y a... J'invente les chiffres, j'ai pas les vraies statistiques, mais on va dire 70% de personnes d'origine étrangère. Si tu te fais agresser par un délinquant, ça donne 70% de chance de te faire agresser par une personne d'origine étrangère. Je reviendrai plus tard sur cette probabilité. Donc de base, dans mon adolescence, je pensais que la délinquance était due à des problèmes sociaux et des problèmes économiques. La délinquance était due à la pauvreté et forcément les étrangers étaient plus pauvres que les Belges parce qu'ils arrivaient dans un pays où ils ne parlaient pas forcément bien la langue, plus de mal à trouver un emploi, donc pauvreté, donc délinquance. Et pour moi, c'était le cheminement qui se passait, qui faisait que il y avait plus de délinquants étrangers que de délinquants de Belges de souche. Toujours est-il que
l'idée a commencé à faire du chemin, et que petit à petit, j'ai commencé à me dire que, oui, c'est vrai, c'est la délinquance, elle est due à la pauvreté, mais c'est quand même toujours avec les Arabes qu'on a des problèmes à un moment donné. Hein. Et l'islamophobie, en fait, c'est un truc qui germe petit à petit, avec des petites idées qui grandissent. Surtout à une époque où l'Occident était en guerre contre le terrorisme islamique, et que la délinquance que je voyais, c'était forcément celle des musulmans, etc. Du coup, on va sauter quelques années en avant, j'avais 17 ans, et j'évitais les musulmans au maximum. Et je les haïssais pas, j'avais pas envie qu'ils se fassent tuer ou quoi, mais je les évitais. Ils étaient de leur côté, j'étais du mien, c'était très bien comme ça. Pour moi, les musulmans, c'était synonyme de délinquance et de problème. Donc c'est pas que je les détestais, mais qu'ils restent là où ils étaient, et c'était très bien comme ça. J'avais pas de haine, mais il y avait un rejet qui était marqué et qui était assumé. Je le disais moi-même, je l'assumais, je disais non, je ne veux pas fréquenter de musulmans. Et même si je disais que j'avais pas du tout la haine, quand ma sœur a annoncé qu'elle allait se marier avec un musulman, la pilule, elle a été difficile à passer. Puis du coup, elle nous a présenté le mec qui est devenu son mari, on l'a côtoyé à des fêtes de famille, etc. Petit à petit, on a commencé à voir qu'on s'entendait bien avec lui, qu'il était gentil, qu'on n'avait pas besoin de le rejeter, qu'il faisait partie de la famille, quoi. C'était mon beau-frère. Puis après 3 ans de mariage avec ma sœur, on a appris qu'en fait, il la battait. Alors, on a attrapé le mec avec mon père et mon frère et on a fait ce qui s'imposait, mais ça m'a radicalisé dans ma haine de l'islam. Pour une fois que je faisais confiance à un musulman, pour une fois que je me disais, lui, il est pas comme les autres, c'était un mec qui battait sa femme, comme par hasard. Et j'ai décidé que je n'allais plus jamais faire confiance à un musulman. Plus jamais. C'est à ce moment-là que je suis vraiment passé du simple rejet à la vraie haine assumée. Je me disais des trucs du genre, ils te font des sourires en te disant non, mais moi en fait, je prends les bons côtés de l'islam, mais je rejette les mauvais, mais après ils te poignardent dans le dos, la fameuse tahiyya, comme on dit. Ils te disent qu'ils sont pas radicaux, mais ils mentent. Alors quand j'avais ce discours-là, je me retrouvais face à 2 réactions possibles. D'un côté, il y a ceux qui étaient de mon avis et qui estimaient que, oui, l'islam c'est une religion de conquête, c'est une religion de guerrière, c'est écrit dans le Coran. Et de l'autre, il y a ceux qui disaient tout l'inverse, que l'islam c'était une religion de paix, d'amour et de tolérance, que c'était écrit dans le Coran. Au final, je me suis rendu compte que les 2 camps utilisaient le Coran comme argument, mais qu'en fait compte, il n'y a jamais une seule personne avec qui j'en discutais qui avait pris la peine de lire ce livre. En fait, le Coran, tout le monde a une opinion dessus, mais il n'y a personne qui l'a lu. Alors, puisque les gens disaient tout et son contraire, j'ai décidé de vérifier moi-même. Et j'ai acheté le Coran, je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai reçu. Et c'est avec cette lecture que j'ai vraiment sincèrement commencé à me revendiquer islamophobe. Parce que oui, dans le Coran, il y a des passages qui, sincèrement, me dérangent. Oui, il est écrit que l'homme peut battre sa femme. Oui, il est écrit qu'il peut la labourer quand il veut. Oui, il est écrit qu'il faut tuer les infidèles jusqu'à ce que la religion appartienne entièrement et uniquement à Allah, etc. Alors une fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit, en fait l'islam, c'est ça. Alors évidemment le contre-argument à tout ça, c'est que dans la Bible aussi, il y a des passages qui sont très choquants. Dans la Bible aussi, il y a des hommes qui battent leurs femmes et il y a des passages où on dit qu'il faut tuer les incroyants, etc. Oui. Mais ma réponse de l'époque, c'est que la Bible, ça a été écrit par des hommes. Et les chrétiens savent que ça a été écrit par des hommes. Donc on peut la remettre en question parce que ça a été écrit par des hommes qui peuvent se tromper. Le Coran, quant à lui, pour les musulmans, a été écrit par le prophète directement selon la parole de Dieu. Donc on ne peut pas le remettre en question. Et c'était ça, selon moi, qui différenciait l'islam des autres religions, c'est que les autres religions étaient des religions humaines, alors que l'islam, c'était une religion de droit divin. Alors ce que je disais, c'est que si tu étais musulman, tu étais forcément d'accord avec tout ce qu'il y avait écrit dans le Coran. Que si tu n'étais pas d'accord avec le message du Coran, tu n'avais qu'à changer de religion pour aller vers une religion avec laquelle tu étais d'accord. Que j'avais jamais entendu un bouddhiste dire qu'il n'était pas d'accord avec le message de Bouddha. Cher Quentin du passé. Oui, il existe des bouddhistes qui ne sont pas d'accord avec tous les préceptes bouddhiques. Oui, il existe des chrétiens qui n'appliquent pas tous les commandements de la Bible. Et oui, il existe des musulmans qui n'ont aucune envie d'appliquer tout ce qui est écrit dans le Coran. Bref, toujours est-il qu'en lisant le Coran, j'ai eu excessivement peur.
Et j'en ai souvent débattu avec des gens en fait. Et je leur disais, mais moi j'ai lu le Coran. Et toi tu l'as pas lu. Donc pourquoi tu débats avec moi? Va lire le Coran et après on en discutera. Je voulais que les gens aillent le lire et fassent la même expérience que moi en fait. J'avoue que ça me gonflait à l'époque de débattre avec des gens au sujet d'un livre que j'avais lu et eux pas, mais qu'ils savaient quand même mieux que moi ce qui était écrit dedans. Ça ne m'effleurait même pas l'esprit que quelqu'un aurait pu lire ce livre et ne pas avoir la même analyse que moi. Si vous lisiez le Coran, alors vous étiez au courant de ce qu'il y avait écrit dedans, et si vous étiez au courant de ce qu'il y avait écrit dedans, vous aviez forcément le même avis que moi. C'était le bon avis, c'était ça la réalité. Mais vous ne savez pas parce que vous ne l'avez pas lu, donc vous êtes dans l'ignorance. Et si vous êtes dans l'ignorance, pourquoi j'écouterais ce que vous avez à dire? La réalité, c'est que si un discours allait dans mon sens, les vidéos de gens comme Majid ou Kasha ou ce genre de trucs, si ça racontait ce que moi je pensais, alors c'était bon, c'était la vérité. Et si ça racontait autre chose, et si ça me remettait en question, alors de deux choses l'une. Soit c'était quelqu'un qui ne savait pas et qui était dans l'ignorance, parce que quelqu'un qui savait était forcément d'accord avec moi, soit c'était carrément quelqu'un qui essayait de me manipuler. Mais la manipulation des masses, ça fonctionnait pas avec moi, j'étais trop malin. Voilà réellement ce qui se passe dans la tête d'un islamophobe. C'est pas de la haine dégoulinante H24, tu te brosses les dents avec la haine, tu regardes un film avec la haine, tu lasses tes chaussures avec la haine. Non, mais par contre, c'est le fait d'être persuadé que tu as une vérité qui échappe à tout le monde et que si les gens savaient, ils seraient forcément d'accord avec toi parce que ton analyse, c'est la seule et unique qu'on pourrait avoir face à cette réalité que tu es le seul à connaître en fait. En même temps, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tu les rejettes parce que c'est soit des ignorants, soit des menteurs. En vrai, l'islamophobie fonctionne comme toutes les grosses théories du complot. Bref, politiquement parlant, vous l'avez compris, à l'époque, j'ai voté à l'extrême droite. Je me suis jamais considéré comme étant vraiment d'extrême droite, ni même de droite tout court en fait. Pour moi, c'était malheureux, mais les seuls partis qui voulaient régler le problème de l'islam, c'était les partis d'extrême droite. Donc, il fallait bien voter pour eux. Voter pour eux par dépit. Mais je votais pas pour eux dans l'espoir qu'ils prennent le pouvoir, c'était pas ce que je voulais. Mais juste qu'ils prennent quelques sièges, que ça amorce un changement dans le bon sens, que les partis traditionnels se disent « Tiens, s'il y a autant de gens qui votent à l'extrême droite, c'est peut-être qu'on devrait se préoccuper de ce problème de l'islamisation. » Mais je le redis, je ne me considérais pas comme extrême droite, et encore moins comme étant nazi. Pour moi, les néo-nazis, ils jetaient le discrédit sur les gens comme moi. Parce que, voilà, les néo-nazis, c'était des gars extrémistes, mais on nous mettait tous dans le même sac, et comme eux et moi, on était dans une même mouvance, quelque part, du coup, j'étais comme eux. Et ça me gonflait. Vous commencez à noter l'ironie, là? Parce qu'à l'époque, elle m'a échappé. D'ailleurs, petite note, à l'époque, je disais souvent que l'islamophobie, c'était pas du racisme, et j'avais raison, c'est vrai. Mon rejet ne provenait pas d'une histoire de race, mais d'une histoire de religion, donc c'était pas du racisme. J'étais pas raciste, vu que je ne croyais pas en l'existence de plusieurs races d'êtres humains. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas être con. Si les biologistes et l'entièreté du monde scientifique disent non, il n'existe qu'une seule race d'êtres humains, c'est qu'il n'existe qu'une seule race d'êtres humains. Je suis pas censé aller leur apprendre leur métier à ces gens-là, quoi. Et en fait, on peut être raciste sans être islamophobe. Et inversement. Pourtant, on va mettre ça sur un pied d'égalité parce que c'est le même problème en vrai. C'est le rejet d'une personne basé sur des préjugés qu'on a sur l'une des communautés dont elle fait partie. Et je dis l'une des communautés parce que, oui, on fait partie de plusieurs communautés. Tous. Un musulman, il n'est pas juste musulman. Il peut être aussi fan de je ne sais pas quel chanteur, fan de je ne sais pas quelle série, fan de je ne sais pas quel jeu vidéo. Passionné d'arts martiaux, passionné de Star Wars, j'en sais rien moi. Il pratique un métier avec des connaissances, un jargon, il fait peut-être des activités manuelles chez lui, comme du modélisme, de la peinture, que sais-je. Mais il fait partie d'autres groupes, que ce soit des groupes sociaux ou des groupes d'activités. Réduire un musulman à musulman, désolé de le dire comme ça, c'est un peu con, mais le réduire à ça, c'est réducteur. Bref, revenons à l'ironie dont je parlais tout à l'heure. Sur Facebook, j'étais tout le temps en train de me lancer dans des débats pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens, de leur faire comprendre que non, l'islam modéré, ça n'existait pas.
et que si tu étais musulman, tu étais forcément d'accord avec 100% du Coran, de la parole divine, qu'on ne pouvait pas remettre en question, et donc avec le massacre des koufars, et donc indirectement, tu soutenais le terrorisme. Et un jour, j'étais plongé dans un de ces débats sur une page, et en même temps, sur une autre page, j'étais en train de défendre le fait que c'est pas parce que je votais extrême droite que j'étais forcément néo-nazi. Et je réclamais le droit d'être considéré comme un individu sans être rattaché aux extrémistes de ma branche. Et évidemment, je me heurtais à des murs. Et ce jour-là, ça m'a sauté aux yeux. J'avais ces deux débats-là en même temps. Et c'était exactement le même débat en fait. C'était un vrai miroir. Pour défendre le fait que tous les gens qui votaient extrême droite n'étaient pas forcément des néo-nazis, j'utilisais exactement les mêmes arguments que les gens qui défendaient le fait que tu pouvais être musulman sans être un extrémiste islamiste. Et ceux qui m'attaquaient en disant que si je prétendais ne pas être néo-nazi, c'était forcément que je mentais et que j'essayais de les manipuler pour cacher mon extrémisme, ils utilisaient exactement les mêmes arguments que moi quand j'accusais les musulmans de pratiquer la tahiyya. C'est censé être un terme qui veut dire dissimulation. C'est une théorie islamophobe comme quoi les musulmans qui disent qu'ils sont modérés, en fait, ils dissimulent leurs vraies intentions, c'est-à-dire le fait de détruire l'Occident. Mais à partir de ce moment-là, si je voulais être quelqu'un de juste, il fallait que j'applique la logique que je voulais qu'on m'applique aux autres. Et petit à petit, cette révélation, elle a commencé à enclencher des nouveaux mécanismes dans ma tête. J'avais les mécanismes de l'islamophobie qui s'étaient petit à petit déclenchés les uns après les autres, comme je l'ai expliqué depuis le début de cette vidéo. Mais à partir de cette prise de conscience-là, il y a des nouveaux mécanismes qui se sont mis en place et qui ont fait leur petit bonhomme de chemin. Je suis quelqu'un de bien. Vraiment, je suis persuadé d'être quelqu'un de bien. Même quand j'étais islamophobe, je rejetais les musulmans, mais j'ai jamais été en agresser un ou en insulter un gratuitement. Et quand j'entendais à la télévision qu'il y avait des musulmans qui s'étaient fait tuer dans des conflits armés, ça me réjouissait pas, parce que c'était quand même des gens qui mouraient. J'étais un mec bien, mais je votais extrême droite, et je voulais pas qu'on me prenne pour un extrémiste. Mon existence impliquait forcément l'existence de mecs bien, qui étaient musulmans, et qui ne voulaient pas qu'on les prenne pour des extrémistes. Alors toi, je m'adresse à toi, l'islamophobe qui regarde cette vidéo, si tu es 100% d'accord avec le discours de l'extrême droite, en fait c'est pas à toi que je parle. Mais si tu cherches à être quelqu'un de juste, qui ne supporte pas d'être comparé aux néo-nazis parce que tu es quelqu'un de bien, qui fait des bonnes actions, réfléchis à ce que je suis en train de dire. Actuellement, il y a des musulmans qui ressentent exactement la même chose que toi. L'envie d'être considérés comme des individus et de ne pas être écrasé sous le poids des extrémistes que les gens pensent que tu es. Et du coup, j'ai recommencé à écouter des témoignages de musulmans modérés, mais avec un œil nouveau. Au lieu de me dire que c'était de toute façon des menteurs qui cachaient leurs affinités avec des groupes extrémistes, j'ai commencé à écouter ce qu'ils avaient à dire. Et j'ai eu des conversations avec des musulmans qui étaient des chic types, notamment au travail avec certains collègues, dans des boîtes où j'ai travaillé avant. Et au lieu de m'arrêter à la peur d'être manipulé par des musulmans qui essayaient de me faire croire qu'ils n'étaient pas des extrémistes alors qu'en fait ils l'étaient, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, leurs bonnes, leurs mauvaises actions, pour les juger en tant qu'individus. Alors non, je suis toujours pas d'accord avec ce que j'ai lu dans le Coran, et les passages qui me choquaient à l'époque me choquent toujours autant. Mais je sais qu'il y a des musulmans qui sont en désaccord avec ces mêmes passages, ou en tout cas ne les pratiquent pas dans la vie de tous les jours. Il y a plein de musulmans qui battent pas leurs femmes. Et bon, l'an dernier j'ai déménagé, donc ce que je vais dire n'est plus d'actualité. Mais dans le village où j'habitais entre 2020 et 2022, il y avait une église à 300 mètres de la mosquée et ils se lançaient pas des bombes. Chaque fois que j'allais promener mon chien, je passais devant la mosquée, je me suis jamais fait agresser. Parce que quand tu vis dans un endroit où il n'y a pas de délinquance, les musulmans que tu croises, c'est pas des délinquants. Donc finalement, le problème de la délinquance chez les musulmans, c'est peut-être moins un problème de musulmans qu'un problème de délinquance. Alors aujourd'hui, je m'efforce de voir les gens comme des individus. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, et avec des nuances de gris, évidemment. Ce qui compte, c'est ce que les gens font. Se dire telle personne est comme ça parce qu'elle fait partie de tel groupe, c'est excessivement dangereux. En bien comme en mal d'ailleurs, parce que un des pires êtres humains que j'ai rencontré, un mec qui battait sa femme, qui traînait dans toutes sortes de trafics, vraiment une ordure finie, le mec, son métier, il était pompier. Le groupe dont si tu en fais partie, tu es le plus
En dehors de tout soupçon possible, si demain je rencontre un musulman, au lieu de me dire « Ah, le mec il est musulman, on est en désaccord sur tout », ben je vais le voir comme je verrais un fan de Star Trek. J'aime pas Star Trek. J'ai essayé, mais y a rien à faire, je trouve ça ringard. Mais si t'es fan de Star Trek, peut-être aussi que t'es fan de Mass Effect. Et là, on va pouvoir parler pendant des heures. Alors je vais pas te parler de Star Trek pour te dire que j'aime pas, c'est pas la peine de s'étriper sur nos différences. Mais je vais plutôt chercher ce qu'on a en commun. Parce que vous pouvez avoir des choses en commun avec des gens qui sont diamétralement opposés à vous. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à l'époque où je faisais de la radio. Parce que je collaborais avec des personnes avec qui j'avais pas du tout les mêmes goûts musicaux, mais on arrivait toujours à tomber d'accord sur tel ou tel chanteur qui n'est pas dans nos goûts de base, mais qu'on aime bien quand même, et on se retrouvait régulièrement quand même sur des terrains d'entente. Je suis fan de métal, t'es fan de rap, mais on trouve tous les deux que Balavoine c'était un génie. Après, on verra si en tant qu'individu, toi et moi, on s'entend ou pas. Mais si je m'entends pas avec un mec, c'est pas parce qu'il est musulman ou parce qu'il est fan de Star Trek, c'est parce que le mec est un connard. Et si je m'entends avec un mec, c'est pas malgré le fait qu'il soit musulman ou malgré le fait qu'il soit fan de Star Trek. C'est parce que le mec est un mec bien. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Vous n'allez clairement pas voir le rapport tout de suite, mais je vous jure qu'à la fin, vous verrez le rapport. J'ai jamais été homophobe. J'ai jamais rien eu contre les personnes homosexuelles. Mais à l'adolescence, j'étais mitigé sur la question de l'adoption par des couples homo. C'est pas que j'étais contre, mais j'étais pas sûr que c'était une bonne idée. Puis ma mère est décédée, mon père s'est mis en couple avec une dame qui avait 2 filles, dont une des 2 filles était lesbienne et vivait avec une femme. Et elles étaient complètement contre l'adoption par les homosexuels, alors qu'elles étaient lesbiennes. Parce que l'enfant allait avoir trop de mal à s'adapter, qu'il aurait quand même besoin d'une figure paternelle, etc. Et l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de me dire, si même les lesbiennes sont en désaccord avec l'adoption par les gays, pourquoi moi je serais d'accord ? Et du coup, je suis devenu contre l'adoption par des homosexuels. Notez que l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire, étant donné que les lesbiennes sont contre, et pas, j'ai rencontré 2 lesbiennes qui étaient contre. Puis un jour, encore une fois sur Facebook, dans mes contacts, j'ai une personne transsexuelle. Et un jour, sur sa page, il y a des gens qui sont en train de parler de l'adoption par des homosexuels. Et moi, du coup, j'arrive et j'explique que je suis contre, sur base des arguments que m'avait donné le couple de lesbiennes dont je parlais tout à l'heure. Et là, je me suis pris un déluge de haine. Et je vous mens pas, de la haine, de la vraie. Que je ferais mieux de me flinguer, d'être brûlé vif, qu'il valait mieux qu'un enfant soit adopté par des homosexuels que d'être élevé par un salopard comme moi qui allait le battre. Oui, parce que forcément, les gens qui remettent en question l'adoption par les homosexuels, c'est des gens qui battent leurs enfants. Puis je me suis fait traiter d'homophobe aussi. Je rappelle sur la page d'un contact à moi qui était transsexuel. Alors c'est pas pour faire je suis pas homophobe, j'ai un ami gay, mais je suis pas sûr que les homophobes aient dans leur contact Facebook une personne transsexuelle. Et puis quoi, les lesbiennes avec qui j'avais parlé, qui étaient contre l'adoption, elles aussi, elles étaient homophobes. Mais bon, dans ce genre de cas, faut même pas essayer de se défendre. Vous êtes catalogué, accusé, présumé coupable et condamné, quoi que vous disiez. Et bref, dans ce déluge d'insultes, il y a un gars, j'ai jamais su s'il était homosexuel ou pas, et franchement je m'en fous, qui m'a contacté par message privé. Et il m'a dit qu'il voyait bien que j'étais pas quelqu'un de mauvais, mais que clairement j'avais une idée de merde, et que comme on n'allait pas réussir à en débattre sur la page de la personne où le débat avait eu lieu, il préférait qu'on en parle par message privé. Alors moi j'ai dit ok, voilà, j'étais prêt pour le débat, envoie tes arguments, je t'envoie les miens. Et le débat, il s'est fait de la courtoisie et le respect pendant, sincèrement, plusieurs jours. Et ce type, il a pris chacun de mes arguments, un à un, et il les a calmement décortiqués et foutus en l'air. Et moi, j'étais là comme un con à pas pouvoir contrer les siens. Le coup fatal, ça a été que je lui ai dit qu'en attendant, tant qu'on n'avait pas accepté que les homosexuels puissent adopter des enfants, on ne savait pas quelles seraient les conséquences si ça arrivait. Et que j'étais pas d'accord qu'on sacrifie des enfants sans connaître les conséquences. Juste parce que un couple avait envie d'avoir des enfants et qu'on risquait de foutre en l'air la vie d'un gamin. Et il m'a répondu, je m'en souviens, les enfants des homosexuels se portent très bien, merci pour eux. Et c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux. Ça m'avait jamais traversé l'esprit avant que, adoption ou pas, il y avait déjà des homosexuels qui avaient des enfants et qui les éduquaient très bien.
Et cette conversation, elle m'a fait changer d'avis et aujourd'hui, l'adoption par les homosexuels, j'ai plus rien contre. Mais si ce type avait fait comme tous les autres, qui m'avait juste tapé dans la case connard d'homophobe et qu'il avait pas voulu ouvrir le dialogue avec moi, j'aurais peut-être jamais changé d'avis et je serais peut-être toujours comme un con à être contre l'adoption par des homosexuels. Et j'avais tort d'être contre l'adoption par des homosexuels, de la même façon que j'avais tort d'être islamophobe. Mais j'étais quand même un mec bien, mais les mecs bien, ils ont le droit d'avoir tort sur des sujets. Alors quand vous tombez sur quelqu'un qui a une idée de merde, ne le cataloguez pas directement comme connard. N'oubliez pas que c'est peut-être juste quelqu'un qui a tort et ouvrez le débat. Alors faites pas l'erreur de cataloguer les gens. Ouvrez le débat, ouvrez le dialogue, demandez-vous pourquoi cette personne pense ça. Avoir conscience qu'une personne peut avoir une idée qui est diamétralement opposée à vos valeurs, mais que cette personne c'est peut-être quand même quelqu'un de bien, c'est ça la vraie ouverture d'esprit, non? Soyez anti-racisme, d'accord, mais soyez pas anti-raciste. Parce que les racistes, c'est des gens qui ont des idées de merde, qui ont tort, il faut s'opposer à eux. Et c'est légitime de s'opposer à eux. C'est beaucoup moins légitime de penser que c'est des monstres. Parlez avec un raciste, voyez ce que dans sa vie il fait de bien et ce qu'il fait de mal. Et vous verrez que la plupart du temps, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés, c'est juste des gens qui ont peur. Écoutez pourquoi ils ont peur. Confrontez vos idées aux leurs, mais les rejeter, c'est les pousser vers l'extrême droite, la vraie, celle qui va jouer sur cette peur. Parce que il existe une droite extrémiste, une vraie, qui recrute. Et quand il y a un mec qui a 2-3 idées un peu borderline, et que plus personne veut lui parler, à part ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que de devenir lui aussi extrémiste? À partir du moment où personne d'autre ne lui parle. Moi, heureusement que j'ai eu des gens qui ont continué à parler avec moi, même quand j'avais mes discours de merde. Parce que j'ai connu des gens qui se sont retrouvés complètement blacklistés de partout et qui n'ont plus contact qu'avec des gens qui ne les remettaient pas en question. Et quand tu as contact qu'avec des gens qui ne te remettent pas en question, c'est la pente glissante vers l'extrémisme, le vrai. Alors jugez pas les gens sur des erreurs de jugement. Parce que moi aussi j'en ai fait. Et vous aussi je suis sûr que vous en faites tout le temps. Si on arrêtait de se cataloguer les uns les autres, et qu'on se considérait comme des individus, je crois que les extrémistes auraient beaucoup moins d'adeptes. Prenez un peu le temps d'y réfléchir, comme moi je l'ai fait.